Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons parler de l'hypersexualité des enfants sur le web. Je suis Liliane et pour traiter ce sujet, nous allons d'abord déterminer ce qu'est l'hypersexualisation, puis nous allons voir comment la sexualité est abordée de nos jours, comment elle l'a été dans le temps, les différents impacts et surtout l'impact qu'elle aura sur les enfants de nos jours. Alors l'hypersexualisation, qu'est-ce que c'est ? L'hypersexualisation, ça va être la pression qui pousse les enfants à entrer dans une sexualité dite abusive, et pas seulement à cause de leur jeune âge, mais aussi à cause de l'entrave que ça va créer sur le processus de leur développement personnel et aussi sur leur propre rythme d'appropriation de la sexualité, qui va donc venir en quelque sorte entraver leur construction de vie psychique. Cette pression sur les enfants peut venir des parents, mais elle peut aussi venir de l'extérieur, par exemple avec les médias ou même plus largement avec ce nouveau climat sociétal qui est très empreint d'érotisme. Donc, quelles vont être ces causes ? On peut en trouver plusieurs, mais la principale vient de la libéralisation sexuelle qui s'est effectuée dans les années 70, avec l'apparition d'une vulgarisation de la sexualité. Donc la sexualité qui est devenue limite un impératif de notre société, et en tout cas c'est bien ce que les médias ou bien les magazines et autres produits marketés aident à faire passer en intégrant la sexualité dans tous leurs programmes ou presque, puisqu'on en retrouve dans les publicités, les interviews de célébrités, les clips vidéo, le cinéma, etc. Eh bien oui, puisque le sexe de nos jours, ça fait vendre, c'est l'argument numéro 1 des marketing. Dans ce podcast, on se concentrera surtout sur un canal qui va être Internet, puisque c'est au final le média sur lequel les jeunes, les mineurs, vont se concentrer, vont le plus interagir avec. Donc entre les magazines en ligne, les sites spécialisés dans le porno, qui n'ont d'ailleurs aucune réelle sécurité pour empêcher les mineurs d'y accéder, et puis aussi tous les réseaux sociaux tels que Instagram ou TikTok, avec beaucoup de visuels et où les comptes finalement à but pornographique, /sexuel, /érotique se multiplient de jour en jour. Il est vraiment important de savoir comment protéger nos enfants dans cette ère vraiment très numérisée. Alors, il est vrai que normalement les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans, mais il a été démontré que 20% des 8 à 11 ans disposent de leur propre profil sur les médias sociaux en France. Et comme on l'a déjà évoqué dans l'épisode 2, partie 2 sur les réseaux sociaux de ce même podcast, la plupart du temps, ils ne sont pas systématiquement surveillés durant leur temps devant les écrans par des parents ou des adultes. Et puis dans le même cas, il n'y aurait pas d'accès aux réseaux sociaux, disons que nous nous mettons dans un cas où nous serions avec ce 80% de personnes donc mineures entre 8 et 11 ans qui n'ont pas encore accès aux réseaux sociaux. Il y a toujours ce problème d'Internet plus général qui donne accès au final à beaucoup de médias tels de réalité, le cinéma, tous ces magazines dont on parlait plus tôt aussi, qui vont donner cette vision finalement très sexuelle, très érotique à un enfant, donc qui ne pourra pas vraiment bien capter les enjeux de cette image. Un marché a même été créé spécialement avec des produits particulièrement concentrés aux ados et aux tweens, donc ça va être les enfants entre 9 et 14 ans, donc entre enfants et préadolescents, et les idoles de cette cible, qui sont en majorité féminines, et qui sont aussi à peine plus âgées en général, s'habillent déjà vraiment comme des femmes adultes, et donnent au final une image à ces gens qui les suivent, qui peuvent lui ressembler, qui peuvent devenir elles, et puis les enfants s'inspirent beaucoup de leurs idoles et des célébrités qu'ils aiment pour les recopier. Donc au final, on aura ce mimétisme chez les enfants qui fera qu'ils recopient les stars et autres célébrités qu'ils apprécient, alors qu'au final, ce n'était déjà pas très adapté pour les stars qu'on a habillées de cette façon, mais ça l'est encore moins au final pour ces enfants qui les suivent. Donc voilà, il y a ça, et puis il y a aussi tout un phénomène de ce qu'on va appeler jeunisme dans notre société, qui va vraiment donner cette idée que la beauté réside dans la jeunesse. Certaines mères s'habillent même comme des adolescentes ou comme leurs propres adolescentes et renvoient à leurs enfants cette idée que la jeunesse, cette sensualité et du corps, du coup, qui serait en accord avec le fait que le corps soit jeune, c'est vraiment la seule chose qui va leur donner du bonheur et qui va leur donner de l'amour de la part des autres et d'eux-mêmes, en fait. On retrouve aussi dans cette même mentalité beaucoup d'influenceurs, par exemple sur Instagram,
qui font de la chirurgie très jeunes, puisque maintenant, dès 18 ans, elles commencent à faire des chirurgies majeures afin d'élargir leurs hanches, de grossir leurs fesses, leurs seins, de s'élargir les lèvres, pour donner au final cette impression de sensualité et donner cette énergie au final sexuelle qui va leur permettre de vraiment percer sur les réseaux sociaux et de gagner en influence. Sauf qu'encore une fois, ces gens ont beaucoup de gens qui les suivent et ces images qui sont répétées, puisque au final cette normalisation des corps se propage de plus en plus, donne aux jeunes filles notamment l'image d'une femme très pulpeuse, sans quoi elle n'est pas réellement femme, elle n'est pas réellement désirable, elle n'est pas réellement belle. Tous ces éléments combinés amènent les jeunes à adopter ces comportements qui ne correspondent pas à leur âge au final, et puis ils vont partir dans cette mentalité et dans cette façon de penser, de se dire, après tout, si on vend ce genre de vêtements à ma taille, si on vend ce genre d'accessoires pour moi, c'est que je peux aussi me le permettre. Donc ils vont observer, comme on disait, leur idole, la télé, les comportements des adultes dans les télé-réalités, etc. Et ensuite, ils vont se baser sur ces modèles adultes pour, au final, essayer de construire leur personnalité autour. Sauf qu'au final, souvent, ces modèles adultes ont une grosse part de sexualité médiatisée, on va dire, que les enfants vont reprendre et mimer. Donc, en plus, avec l'aide d'un marketing ciblé vers ces gens, en créant par exemple des faux piercings, des autocollants tatouages, des vêtements sexy taille enfant, des strings pour bébé. Enfin, en fait, il y aura vraiment tout ce marketing objet-produit dédié vraiment à cette sexualisation des enfants, juste dans le fait qu'on sait que les enfants se déguisent, on sait qu'ils grandissent en mimant. Sauf qu'au final, ce mimétisme des mauvais acteurs va les conduire à une mauvaise construction de leur personnalité de base. Donc la sexualisation grandissante des enfants et leur définition en tant qu'être sexué par les médias et par le marketing tendent à nous amener en fait à accepter inconsciemment ces concepts d'image et nous les rendre normales. En fait, on va accepter ces nouveaux critères comme la norme. Et les enfants eux-mêmes, donc, qui imitent les comportements de manière non réfléchie, ils ne savent pas les conséquences, ils ne savent pas les répercussions, ni ce que ça engendre, ce que ça veut dire, vont adhérer et vont grandir autour de ça sans y donner l'importance et la profondeur auxquelles ils devraient vraiment leur consacrer. D'ailleurs, il faut noter que tous les efforts déployés pour se conformer aux critères de beauté, donc un intérêt exagéré pour la mode, les produits de beauté, pour la perfection de la peau, le maquillage, etc., peut créer de vrais troubles chez l'enfant. Par exemple, on va y retrouver l'anorexie et la boulimie, mais aussi une faible estime de soi, des doutes en eux-mêmes. Ils vont avoir une perception de leur corps vraiment négative. Et en fait, ce phénomène est plutôt courant à l'adolescence. Mais à l'adolescence, la crise identitaire est, on va dire, normale. On a eu suffisamment de bases stables normalement durant l'enfance qui peuvent nous aider aussi à traverser notre adolescence peut-être de manière plus saine malgré cette crise identitaire avec des gens qui nous entourent qui subissent, on va dire, le même problème avec le corps qui grandit, etc. Par contre, chez les enfants, c'est quelque chose quand même qui va être plus rare et les enfants qui subissent cette crise identitaire ne vont pas avoir tendance à en parler. D'ailleurs, on peut noter que de nos jours, beaucoup d'adolescents voient la sexualité comme au final une condition préalable au fait de se sentir intime avec quelqu'un. Donc on va coucher avec son petit copain pour sentir qu'on est proche de son petit copain, plutôt que comme une conséquence de cette intimité, dans le sens où on va pas attendre d'être vraiment bien, d'être vraiment à l'aise et d'être vraiment en confiance avant de coucher avec quelqu'un, et on va plutôt faire ça dans le sens inverse. Donc pour eux, on va avoir une sexualité qui n'est pas réellement dangereuse, qui se fait de manière naturelle comme on embrasse ou qu'on tient la main à quelqu'un. La dimension intime de l'acte va vraiment disparaître au final de la relation. Donc les ados évoquent même ce sujet en public, ils s'en moquent. On va d'ailleurs assister à des phénomènes qui émergent de ça, comme le sexting, c'est-à-dire les messages et puis les photos qui seront plutôt à caractère érotique voire sexuel, et que les gens s'envoient sans avoir de réellement relations profondes, etc. Donc dans toute l'Europe, des enfants s'adonnent à ce genre d'activité avec au final
une assez grande naïveté et sans un réel calcul des conséquences. Et de nombreuses photos dénudées se retrouvent au final sur Internet, publiques à tous, et créent d'ailleurs certains problèmes pour certains, puisque ça va être le début d'un cyberharcèlement qui peut d'ailleurs pousser à des conséquences vraiment drastiques pour les adolescents. Avec l'augmentation des technologies et surtout d'Internet, on a accéléré la sexualisation des enfants et surtout on a changé la façon dont ces derniers perçoivent leur corps et abordent la sexualité. Le principal outil permettant de donner aux enfants et aux jeunes les moyens de résister aux pressions et à l'influence de tout ce contenu sexualisé est une forte éducation qui commence à la maison, en aidant les enfants à comprendre la pression à laquelle ils sont soumis dans la société d'aujourd'hui. La promotion d'un mode de vie plus adapté à leur âge et en phase avec la construction de leur personnalité, avec des représentations plus saines de leur corps, peut protéger les enfants contre les conséquences plus sévères de l'hypersexualisation. Ces mesures de protection, en leur donnant accès qu'à des contenus adaptés et positifs à leur développement, peuvent contribuer à prévenir la dépression, les troubles alimentaires, ainsi que les idées suicidaires ou même les tentatives de suicide, en incitant notamment les enfants à sortir, à faire du sport, quelques activités ludiques comme la danse, la musique, bien juste des activités extérieures qui leur permettraient d'avoir autant d'activités de possibles pendant leur jeunesse pour se structurer, se construire dans un environnement sain et au final un peu plus loin d'Internet où les contenus inadaptés sont vraiment monnaie courante et qu'ils risquent de tomber dessus malgré les diverses méthodes de sécurité que vous pourriez mettre en place. Les enfants et les jeunes sont habitués à partager les images par messages intimes, soit par les réseaux sociaux, soit par les technologies mobiles comme les SMS, etc. Et maintenant, il va falloir faire ce travail de réapprentissage, d'utilisation plus normée et peut-être plus adaptée à leur âge, afin de les apprendre dans un cadre plus sain et mieux et plus aimant, à réapprendre à aimer leur corps, à leur donner de la valeur et à leur montrer aussi du coup une utilisation plus adaptée et une utilisation saine de Internet et des réseaux sociaux. D'ailleurs, on en parle de manière plus détaillée dans l'épisode en question, de l'utilisation saine et des protections qu'on peut mettre en place pour son enfant sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à aller le voir ou le revoir si vous avez l'impression qu'il vous manque des idées. Alors, on peut aussi noter que l'hypersexualisation toucherait majoritairement les filles. On peut peut-être expliquer ce phénomène en partie avec l'arrivée de leur puberté avant celle des garçons, mais c'est plus probablement sans doute parce qu'en termes d'image, la société a toujours attendu plus des femmes. De plus, nous avons toujours vu des rapports de domination de l'homme sur la femme dans la sexualité, notamment dans la pornographie, et c'est donc presque naturellement que les vêtements sexy, les magazines pour adolescents prodiguant des conseils sur l'amour ou la sexualité sont plus vite destinés aux femmes et aux filles. Malgré tout, les garçons n'échappent pas à l'hypersexualisation, elle se manifeste simplement différemment. Leurs modèles proposés vont être plutôt dans des modèles de beauté brute et de performance. Donc on va leur montrer surtout des acteurs et des sportifs. Mais il ne faut pas aussi oublier que les garçons vont être confrontés malheureusement à la pornographie beaucoup plus facilement et rapidement. Et que ces représentations du coup de l'hypersexualisation des garçons va surtout être rattachée à cette notion de performance. Et donc les jeunes hommes vont plus avoir un poids de réussite qu'un poids d'image sur leurs épaules. Alors, ce qu'implique une telle sexualisation des jeunes dans notre société, est de l'ordre de la compréhension, ou du moins une mauvaise compréhension de la réalité. Alors, malgré tout, certains jeunes résistent tant bien que mal à cette influence, et donc il va y avoir deux grands courants principaux. Il y aura ceux qui sont en incompréhension, au final, devant cette nouvelle vague médiatique, et puis il y aura ceux qui l'auront finalement surfé, on va dire. Donc les premiers qui ne comprennent pas les agissements des seconds et les seconds qui ne comprennent pas d'où leur vient cette mauvaise réputation. Donc il faut aussi noter qu'en matière de réputation, celle des filles est bien plus facilement construite et ancrée dans le temps que celle des garçons. Et les filles auront bien plus de mal à se défaire d'une mauvaise réputation alors qu'elles sont plus enclines à en avoir une. L'hypersexualisation des jeunes engrange donc toute une série d'incompréhensions entre les jeunes eux-mêmes, mais aussi des adultes envers les plus jeunes. Les personnes âgées, elles, seront plus choquées de voir l'habillement et les agissements des jeunes d'aujourd'hui dû à la différence de génération.
Il convient donc de mettre quelque chose en place afin que des jeunes et des moins jeunes puissent comprendre et s'entendre et afin de remettre une norme plus adéquate pour l'âge de chacun. Même s'il est vrai que de nos jours, les médias sont les plus grands distributeurs de contenu sexuel, il serait utopique de penser à une réglementation de cette industrie. Les références sexuelles vues dans les médias vont des plus soft aux plus trash et il est impensable d'envisager un règlement concernant les publicités qui aille dans le sens de respecter la sensibilité des enfants en déshabillant moins les femmes, en ne montrant moins de décolleté ou de costumes inappropriés. Rappelons-le, les publicités que nous voyons quotidiennement ont toutes été approuvées et si elles persistent, c'est parce qu'elles font vendre. Le sexe fait vendre, l'érotisme fait vendre et là où il y a de l'argent, les industries ne reculent pas. Il faudrait également réglementer les magazines et l'utilisation de certains mots ou certains sujets dans la presse spécialisée pour adolescents. Or, ces mêmes adolescents ne semblent pas se plaindre du contenu et cela semble normal. À cet âge-là, on est curieux, on veut savoir ce qu'est la sexualité, on veut la comprendre plus en détail et c'est pas un sujet en général qu'on aborde à l'école ou avec nos parents. Et ce manque d'information rend la curiosité et l'interdit encore plus intéressant et ils vont donc aller chercher le contenu là où ils peuvent, sur internet, dans les magazines. Alors même si en effet les médias sont de nos jours les plus grands distributeurs de références sexuelles, il serait vraiment utopique de penser à une réglementation de cette industrie. Ils se font beaucoup d'argent grâce à toutes ces références sexuelles vues dans les médias qui vont du plus soft au plus trash et il est impossible de penser qu'une réglementation viendra bloquer toutes ces publicités qui montrent des femmes au final sous-habillées, en sous-vêtements, en décolleté, avec peut-être même des propos plus ou moins sexy à double sens. Et rappelons-le, les publicités que nous voyons au quotidien ont été approuvées. Et au final, si elles sont approuvées et qu'elles restent à la télé, c'est bien parce qu'elles font un maximum de profit. Il faudrait donc également réglementer les magazines et l'utilisation de certains mots au sujet de la presse spécialisée dans les adolescents. Or, ces mêmes adolescents ne semblent pas se plaindre du contenu. Et pour eux, ça semble même normal au vu de la société dans laquelle ils grandissent avec, comme on dit, cette normalisation de l'érotisme et de la sexualisation qui est présente en tout temps, et de plus du fait que les adolescents et la fin de l'enfance, etc., présentent de nombreuses questions sur la sexualité et le corps pour lesquelles tous les adolescents ou les enfants ne sont pas tout à fait en confiance pour en parler par exemple avec leurs parents ou autres adultes avec lesquels on pourrait avoir potentiellement cette discussion. Du coup, un début de résolution de ce problème serait une discussion entre les adultes et les adolescents pour qu'ils puissent renouer le dialogue et que les jeunes puissent sereinement aborder les questions d'amour et de sexualité avec eux. Les informations qu'ils perçoivent à ce sujet proviennent d'une multitude de sources. Elles sont toutes très diverses et très différentes. Et selon la grande enquête de l'Union nationale des mutualités socialistes, un adolescent européen voit en moyenne 1400 références sexuelles en un an à la télévision, dont seulement 165 sont la contraception et les risques MST. Donc l'importance de leur donner de vraies informations sur la vie sexuelle et affective ne semble pas à démontrer, et certains spécialistes proposent même le rétablissement de cours d'éducation sexuelle pour donc restituer ce dialogue entre les enfants préadolescents / adolescents avec des adultes qui peuvent donner un discours sain et pour leur donner au final un discours cohérent, rien à voir avec cette sexualité au final médiatique. Ces cours ou toute autre forme de dialogue, que ce soit par du coup les parents, les professeurs, éducateurs ou autres, permettrait de donner une vision plus juste de la sexualité, plus positive, mais également de déconstruire certains stéréotypes sexuels entendus ou bien ancrés. La position adoptée par les adultes d'aujourd'hui par rapport à cette hypersexualisation serait donc une position d'ouverture et pas de punition ou de blocage, puisque encore rappelons-le, les enfants grandissent dans cet environnement, ils y sont confrontés tous les jours. Il est donc très important de leur donner une vision saine de tout ce à quoi ils sont confrontés, plutôt que d'essayer de les empêcher de le voir, puisque au final on n'y arrivera pas et on ne répondra pas non plus aux nombreuses questions qui pourraient se poser. Alors pour finir, cette hypersexualisation entraîne l'arrivée de pédopornographie numérique et de réseaux pédophiles en ligne. La présence de personnes mal intentionnées sur internet n'a absolument rien de nouveau, mais avec une utilisation des réseaux sociaux de plus en plus tôt, un rapport différent à l'image s'instaure et ne fait qu'accroître les menaces pédophiles. Chaque jour,
Plus de 95 millions de photos et vidéos sont postées sur Instagram et sont en majorité des selfies et des photos sexy en maillot de bain ou avec des poses assez suggestives laissant apparaître le ventre, le dos ou les jambes. Encore une fois, ces photos vont majoritairement être posées par des célébrités ou des influenceurs qui vont faire ça pour gagner un maximum de likes, de visibilité, pour être le plus attrayant possible, en ne partant pas du principe que dans leurs plus jeunes followers, certains vont vouloir reproduire leur comportement et donc eux-mêmes mimer ces poses et ces vêtements, ce style vestimentaire sur leur propre compte Instagram ou TikTok. Les réseaux sociaux, dont donc Instagram principalement et TikTok, sont alors remplis d'images de jeunes adolescents ou enfants entre 9 et 14 ans dans des tenues beaucoup trop sexy pour leur âge et qui au final agissent comme des personnes adultes. Ces enfants sont devenus influenceurs à leur tour d'ailleurs, à la manière dont ils posent, dansent, à leur style vestimentaire aussi, et sont principalement des filles encore une fois. Elles commencent de plus en plus tôt, voire même à l'âge de 3 ans, comme la tiktokeuse Everley Soutas, qui est danseuse, youtubeuse et du coup une star de TikTok. Et elle possède aujourd'hui plus de 4 millions d'abonnés et elle est médiatisée depuis vraiment son plus jeune âge, puisqu'on disait tout à l'heure, à l'âge de 3 ans. Des photos d'elle en maillot de bain, en short ou dans des positions mettant en valeur ses formes sont postées sur les réseaux assez souvent. Ce n'est pas la seule dans son cas, puisqu'il y a aussi mis en avant par TikTok plusieurs jeunes filles qui font exactement la même chose, comme Ava Foley qui a 6 ans, Tsunami qui a 10 ans, Piper Rockel qui a 12 ans. Et toutes ces filles sont suivies par des douzaines de millions de followers. Cette hypersexualisation des jeunes personnes pose un vrai problème pour la société, mais elles sont souvent en plus poussées sur ces plateformes par leur propre mère qui leur débute un compte, qui les prend en vidéo, qui leur donne, on va dire, des idées de pose et de contenu afin qu'elles soient le plus attractives et aussi que, au final, ça rapporte même de l'argent parfois dans les cadres, par exemple, de vidéos YouTube. Alors, si on se rend sur les réseaux sociaux tels que du coup Instagram ou TikTok, on peut y lire de nombreux commentaires à caractère sexuel de la part d'adultes envers des enfants. Il n'existe pas vraiment de suivi de la part des réseaux sociaux en eux-mêmes. Seuls les parents peuvent tenter de contrôler la visibilité des publications de leurs enfants, mais comme on vient de le dire, certains préfèrent leur donner un maximum de visibilité. Sur Internet, il est vrai qu'il est possible de masquer son identité sous des pseudonymes afin de se faire passer pour des mineurs. Donc en fait, même lorsque les enfants pensent être en sécurité parce que c'est pas un adulte qui leur parle ou etc., en fait ça peut être un gros scam de pédophiles qui entame une stratégie de séduction qui s'appelle le child grooming, et donc il va essayer de devenir ami avec cet enfant, il va essayer d'établir des connexions de confiance, une relation dans laquelle l'enfant avec lequel il parle va se sentir en sécurité, va sentir en plus avec cette distance d'internet où on n'a pas le sens vraiment des réalités et le sens des répercussions qui peuvent arriver de ce qu'on dit à une personne qu'au final on ne connaît pas. L'enfant va prendre confiance, il va laisser tomber ses inhibitions et il va peut-être au final dépasser les limites dans lesquelles il aurait été en sécurité. Et au final, ce genre d'action, de child grooming peut porter sur plusieurs actions comme la collecte de photos d'enfants, ou bien parfois ça va plus loin en demandant des rendez-vous, donc des kidnappings, etc. d'enfants au final. Alors maintenant que j'ai pu vous parler de tous les effets et les impacts de l'hypersexualisation des enfants sur le web et les différents acteurs qui les mènent à ça, nous allons maintenant avoir une discussion avec Manon Selsou, une des co-podcastrices de donc ce livre blanc Les enfants et les écrans, sur l'hypersexualisation, les faits divers et aussi sur quelques cas concrets sur lesquels on pourra discuter pour voir au final l'envergure de l'hypersexualisation dans ces cas les plus poussés comme dans des cas au final plus sociétal. Bonjour Manon. Bonjour. Alors merci d'être avec moi aujourd'hui du coup pour discuter de ce sujet qui est l'hypersexualisation. Au final, c'est vrai que même si ça touche tout le monde du fait des médias qui les diffusent comme Internet, c'est quand même quelque chose qui touche pas tout le monde de la même façon, même au niveau des enfants du coup. Oui. Alors forcément, il y a des cas qui sont plus graves que d'autres, mais aussi on peut remarquer des évolutions, comme je disais avant, sociétales qui sont dues au final à cette normalisation de la sexualisation chez des enfants, des mineurs qui n'ont pas encore les outils au final pour comprendre cette sexualité qu'ils affichent librement. Donc je te propose de commencer
avec le sujet qui t'intéresse le plus sur ce sujet? Parce que je sais qu'on a eu quand même un certain nombre déjà de discussions dessus. Moi déjà, c'est le premier sujet qui m'interpelle à chaque fois, c'est comment dans les médias, dans la pub, dans la culture et dans les mœurs aujourd'hui, tout est hyper sexualisé. Mais ça commence déjà dès le plus jeune âge. Par exemple, on voit des mannequins aujourd'hui qui font des poses pour des lingeries ou des vêtements qui ont, bon, elles sont adolescentes, mais elles ont quand même 14 ans. Il y en a qui ont même moins en âge parfois. Donc par exemple, on avait retrouvé, c'était le journal de Vogue en 2014, où il y avait eu une petite mannequin de 10 ans qui est la fille de 2 personnes connues de souvenirs, j'ai oublié le nom, désolé, qui avait posé pour des affiches justement dénonçant cette hypersexualisation, mais elle était dans des maquillage de femmes, oui. Pose de femmes avec des talons de femmes trop grandes, c'était des talons aiguilles, oui. La jupe ou le haut, je sais plus, qui était en motif panthère, le maquillage qui était surfait de partout, on la voyait avec du rouge à lèvres, dans des poses très sensuelles, très lascives. Oui. Et au final, elle avait que 10 ans. Je me souviens même que ce Vogue avait fait un peu polémique, notamment en Europe, puisqu'au final, quand même, les mœurs sont assez différentes en Europe et aux États-Unis, puisque au final, ils ont cette culture des mini-miss, des petites filles qui agissent très vite, très adultes. C'est d'ailleurs là-bas en majorité qu'on aura donc tous ces comptes d'enfants qui sont sur TikTok à faire très vite au final des contenus adultes, ou même sur YouTube à faire des contenus tels qu'elles ont vu de youtubeuses il y a 5-10 ans, qu'elles ont au final recopié et que maintenant elles font elles-mêmes, alors qu'elles n'ont même pas encore ne serait-ce que 13 ans, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, TikTok, pour ça, c'est vraiment quelque chose de dangereux pour les enfants, parce que de toute façon, logiquement, en France, on est censé pouvoir s'inscrire sur des sites à partir de 13 ans avec l'accord des parents. On va pas se le mentir, il y en a beaucoup qui vont sur les sites avant, notamment sur TikTok. On peut retrouver plein de vidéos avec des enfants TikTok, de 8 ans qui dansent. Oui. TikTok, quand ça s'est lancé, c'était majoritairement jeune. Oui. C'était majoritairement jeune, au point que les gens qui s'intéressent aux réseaux sociaux parce que c'est leur métier, ils osaient pas y aller parce que de leur grand âge, ils se disaient que je vais ressembler à un pédophile sur cette plateforme, etc. Mais pourtant, les vrais pédophiles, eux, ils se gênent pas du tout. Quoi. Ils ont donc contenu libre, en libre accès. C'est ça. C'était. C'est le domaine open source. Ah oui, c'était vraiment du contenu gratuit et très stimulant pour eux, j'imagine. Mais en effet, alors TikTok a un peu évolué quand même. Maintenant, on commence à avoir des contrôles, mais bon, ça ne retient rien. Voilà, puis surtout, des gens plus âgés ont commencé à l'utiliser aussi, à créer des différents genres de contenus. Mais c'est vrai qu'au final, ces enfants qui font des contenus adultes existent toujours sur TikTok en majorité, mais aussi sur Instagram. Et des fois, c'est vraiment des contenus extraordinaires. Mais au final, cette hypersexualisation, elle n'est pas qu'européenne ou américaine, puisqu'on l'observe même dans les cultures japonaises. Oui, oui, d'ailleurs, c'était un reportage qui était en novembre sur France 24 qui présentait les idolos. Je sais pas comment ça se prononce, désolée. Où en fait, c'est des femmes ou des filles, faut voir maintenant, parce que c'est de plus en plus jeune, qui dansent devant un public largement masculin pour, alors d'après les mœurs du Japon, c'est dit pour raviver l'âme d'enfant de ces hommes, mais ça reste quand même parfois des fillettes de 11 et 13 ans qui dansent devant des hommes très sexy, devant des hommes qui ont l'âge d'être leur père, quoi, au final. C'est ça, clairement. Et bon, même si c'est des mœurs différents, la culture japonaise, la culture nippone, ça reste pas correct. Les enfants restent des enfants quelque part, et là c'est les mettre en face à des personnes adultes qui éprouvent un intérêt déplacé, c'est vraiment limite pédophile, parce qu'on dit que les idoles ne sont pas souvent agressées, donc ça au moins c'est une bonne chose, mais au final c'est quand même des toutes petites filles qui sont à qui on donne beaucoup d'attention de la part d'hommes bien plus âgés qu'elles, et une attention qui est morbide un peu, puisque c'est quand même des hommes qui vont dire sans honte que pour eux, les jeunes filles de 12 ans sont les plus belles, elles sont pas encore adultes et elles le sont presque, et que c'est le moment où elles brillent le plus. C'est quand même dit dans le reportage. Oui, c'est quand même quelque chose qui a été vraiment dit, des choses comme ça.
Et c'est vraiment le genre de commentaire qu'on s'attendrait à retrouver dans Lolita. Mais regardez, même Lolita, qui de base était vraiment une critique sociétale, c'est devenu vraiment la base. Oui, c'est devenu vraiment la base de dire que quand une fille est une Lolita, c'est au final une tentatrice, une petite débonne sexuelle qui serait un peu underage. Donc maintenant, on aura tendance à plus la montrer sous des airs de jeune fille de 14-16 ans, alors qu'il faut pas oublier que de base, une Lolita, c'est une fille plutôt de 9-12 ans. Oui. Voilà, et c'est pas du tout une tentatrice. C'est quelque chose que dénonce d'ailleurs totalement l'auteur. On peut retrouver dans les archives publiques, où lors d'un reportage, il avait expliqué justement que, à la base, comme tu l'avais dit, il critiquait totalement un homme pédophile qui s'intéresse à une fillette de 12 ans toute innocente qui ne sait vraiment pas ce qui lui arrive. Alors c'est vrai que et quand même suite, les médias, c'est vrai que quand même dans le livre le discours est bien fait, c'est-à-dire que il nous dépeint un homme intelligent qui a un système de pensée qui décortique sa logique. Et évidemment, les pédophiles sont pas des monstres avec en mode j'ai faim dans la tête et rien d'autre. Voilà, c'est des hommes parfois cultivés, voilà, qui ont sans doute aussi parfois le sens du fait que ce qu'ils demandent de ce qu'ils désirent n'est pas bon. Parlons des prix César. Non. Oui, mais au final, même si ce discours est logique, cultivé, etc., il n'en reste pas moins pédophile, puisque au final, il a un discours sur lequel il explique qu'il aime les filles de cet âge-là, que pour lui c'est ça qui est stimulant, que pour lui c'est des nymphètes, qu'à cet âge-là elles sont vraiment au maximum de leur pouvoir sexuel, de leur attirance, parce qu'elles n'ont pas encore les formes vulgaires d'une femme, mais tout en ayant déjà ce petit regard qui l'intrigue, etc. Et dans ce discours, il aura souvent du coup cette approche de c'est elles qui me regardent d'une certaine façon, elles s'en rendent compte qu'elles sont attrayantes, elles se rendent compte qu'elles sont belles, c'est ça. Elles séduisent volontairement. Alors que ça n'a rien à voir. Au final, c'est quelqu'un qui porte son regard, son jugement sur une petite fille, et qui, une fois tourné vers le public, a été tourné totalement à la dérive, puisque au final c'était quand même une plainte, c'était regarder comment les hommes mettent leur désir sur des petites filles, et ça a été tourné en regarder ces petites filles qui font tout pour être remarquées par des hommes qui ont déjà un pouvoir sexuel, qui agissent. Enfin, on a encore retourné la faute vers la victime, quoi. C'est chez les femmes, ça existe depuis vraiment leur plus jeune âge. C'est terrible. Ah oui, clairement. De toute façon, l'hypersexualisation des femmes, ça remonte. Oui, toujours, mais le fait qu'en fait à tout âge, au final, elles y soient confrontées et qu'elles soient souvent victime mais aussi fautive, c'est quand même dingue qu'on puisse regarder une enfant qui comprend pas ce que c'est que la sexualité, qui comprend pas les conséquences, qui ne sait même pas en quoi ça la concerne, elle n'est même pas intéressée par le sujet, et qu'on lui dise que parce qu'elle agit d'une certaine façon, parce qu'elle faisait pas attention à sa jupe, ou parce qu'elle parle à des adultes, ça y est, elle est tentatrice. Waouh. Non, mais clairement, et le problème, c'est que c'est vraiment une culture depuis toujours. De toute façon, la femme reste le sexe faible aujourd'hui. Oui, elle reste le sexe dominé, entre parenthèses. Elle donne envie, et ensuite, on va dire, c'est à l'autre sexe de venir prendre. C'est ça. Sauf que, bon. C'est dans nos gènes, effectivement, de tous. C'est dans nos gènes. C'est une critique. Ok, on se détend. Non, mais c'est vrai que c'est assez particulier, et au final, même si c'est un phénomène du coup mondial, les différentes l'hypersexualisation a finalement touché tous les continents, quoi. C'est vraiment quelque chose qui se passe partout. Alors c'est vrai que ça existait déjà d'avant, parce que comme on dit au moment de Lolita, etc., ça date. Mais c'est vrai que maintenant, avec les réseaux et internet, etc., c'est même plus des pédophiles qui vont aller sur des aires de jeu ou observer une petite cousine lointaine ou aller à la plage. C'est vraiment des gens qui ont juste à ouvrir leur téléphone et à laisser passer le contenu, quoi. Et le problème, c'est qu'en plus, la société, est en accord avec ça, puisque ça fait de l'argent. C'est ça, clairement. C'est ça, ils veulent du revenu, ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires, les entreprises, c'est pareil. Donc si quelque chose marche et qu'en plus les parents laissent faire, pourquoi s'en priver? Mais au final, c'est quelque chose qui est tellement normalisé, même avec les acteurs qui sont au final peut-être jeunes, par exemple avec les acteurs de Stranger Things. Oui. Le petit garçon, donc là c'était même pas une fille, le petit garçon qui joue l'acteur principal dedans,
a quand même reçu un message d'une influenceuse d'ailleurs, d'une vingtaine d'années je crois d'ailleurs, qui disait genre qu'elle le baisait quoi, qu'elle attendait qu'il avait l'âge. Non mais c'était vraiment le message. Ah oui, là j'essaye vraiment pas d'être plus vulgaire, c'était vraiment elle attendait qu'il soit en âge et elle a vraiment mis ça sur Twitter devant sa communauté. Il avait peut-être 12 ans quand ça s'est passé. Ah oui, quand même. Voilà, donc c'est absolument pas normal. Non. Et c'est pareil pour la petite fille qui est qui est plus si petite maintenant, c'est vrai que ça date maintenant, mais qui joue l'actrice principale dans la série. Elle aussi, elle a eu droit à tous ces photoshoots pour faire des couvertures sur lesquelles, au final, elle faisait pas du tout son âge. Tous ces tapis rouges où elle est là dans des robes dignes d'Angelina Jolie, ou etc. Laisser les enfants être des enfants. Parce qu'au final, les enfants qui, eux, les regardent aussi, vont se dire, regardez, oui, voilà, c'est elle mon idole, c'est elle ma célébrité, et j'ai envie de me déguiser, j'ai envie de lui ressembler. Sauf que déjà c'est des célébrités, elles ont des moyens que tout le monde n'a pas, que déjà les parents n'ont pas envie de fournir. Elles ont une image publique à tenir. C'est ça, mais une image au final qui n'est pas en correspondance avec leur âge ni avec leur cible. Et au final, elles-mêmes vont attirer des gens qui elles devraient pas attirer, ou en tout cas pas, parce qu'en plus on leur a encore plus mis en fait dans l'angle de tir en fait de ces gens. Oui. Mais en plus au final on se retrouve avec des enfants qui vont se trouver mal dans leur corps, qui vont se trouver sous-développés, qui vont pas croire qu'en fait c'est normal pour eux, qu'il faut laisser le temps au temps de grandir, de vivre chaque chose en son temps, parce qu'au final on supprime de plus en plus leur enfance. Alors que l'enfance, et c'est connu et c'est un fait, est le moment où au final on se construit le plus. Tout ce qui va se passer pendant notre enfance va nous définir. Ce sera vraiment les bases solides de notre psyché. Oui. Donc c'est vraiment dommage que pour des questions de revenus et de chiffre d'affaires, on en arrive à complètement déboussoler les plus jeunes, alors que c'est la société de demain, quoi. Oui, et en plus c'est littéralement partout, c'est sur tous les écrans, dans la vie quotidienne. C'est quelque chose, par exemple, il y avait une statistique, alors malheureusement j'oublie les chiffres, qui disait que à l'entrée au collège, déjà quasiment tous les enfants avaient déjà vu des images à connotation pornographique ou des vidéos. Ou des vidéos carrément, et en plus même les parents qui font très attention, au final peuvent pas vraiment protéger leurs enfants, parce que à un moment, c'est même pas ça. Partons du principe qu'on a des parents très très stricts, ok, internet pas accès, d'accord, donc de nos jours ça doit pas arriver souvent, mais soyons au maximum. Il suffit que t'acceptes que ton enfant aille à l'école, chez un ami qui a un smartphone, un ordinateur, un grand frère, ou même une grande sœur, et puis voilà, tu veux voir quelque chose, je l'ai trouvé dans l'ordi à mon frère, ou bien je l'ai vu sur internet l'autre jour. Et en fait, c'est normal pour les enfants d'être curieux, sauf que assouvir leur curiosité avec des contenus qui sont au final pas du tout représentatifs de la réalité, ça leur donne des attentes et des expectations de eux-mêmes et des autres qui sont fausses. Oui. En fait. Donc c'est vrai que et ils sont encore une fois enfants, donc ces a priori et ces choses qui construisent en eux, ça va être dans leur construction justement de leur individu. Et à plus forte raison que de base peut-être qu'ils n'y avaient pas le droit, ils n'y avaient pas accès parce que leurs parents sont stricts, ou parce que c'est pas le genre de discussion qu'on ose avoir avec ses parents, à plus forte raison quand on est si jeune. Je pense que ça peut être destructeur, parce qu'au final ils auront vraiment personne pour les remettre sur la vérité, pour leur expliquer que ok, ils auraient peut-être pas dû voir ça, pour les rassurer, pour leur dire comment c'est en vrai, et pour qu'au final ils puissent recommencer dans une structure plus stable. Oui. Donc ils vont vraiment construire bloc par bloc des a priori sur la sexualité, sur les femmes, sur les hommes aussi d'ailleurs, et sur leurs relations, et sur comment ils doivent se comporter pour être attirants, pour être désirables, etc., qui sont au final pas si vrais. Et en plus, on va du coup avoir deux écoles, comme je disais dans mon podcast. Un qui va être vraiment contre, qui va être choqué par ça, qui va pas du tout accepter et qui va un peu refouler cette culture, et l'autre qui va totalement l'embrasser, qui va vouloir grandir dedans, etc. Et du coup, même chez les jeunes, on va voir deux populations. Donc ceux qui seront un peu non, nous on touche pas à ça, on est des gens bien, on est des gens bien élevés, on se respecte, non, à tort ou à raison. Et de l'autre côté, on aura ceux qui postent beaucoup, qui ont pas peur de se mettre dans des positions aguichantes, qui sans être réellement mais juste ils ont embrassé cette culture d'internet et du l'attrayant, sans forcément comprendre les répercussions. Et ces deux populations
vont au final rentrer en conflit. On aura d'un côté les gens qui traitent les autres de coincés et de l'autre côté ceux qui traitent de putes, de salopes, etc. Parce que quand on est jeune, on n'est pas sympa avec ce genre de comportement. Alors qu'au final, on va même plus prendre le temps de comprendre d'où ça vient, etc. Alors après, Internet n'a pas créé ce genre de phénomène, il les a accentués. Mais ça, l'hypersexualisation, c'est comme on disait tout à l'heure, ça existe depuis toujours. Oui. Mais c'est vrai que maintenant, c'est gratuit, c'est viral, c'est ce qui était avant dans des petits groupes, et maintenant mondial, quoi. Oui, clairement. Une petite fille qui fait ses vidéos dans TikTok ou dans Instagram, pour peu qu'elle ait eu beaucoup de likes, ça va terminer dans mon feed. Clairement. C'est ça le problème. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu... on est en train d'enregistrer, il est le 26 janvier, et le 21 janvier avait été votée une loi sur le consentement qui a été mise à 13 ans. C'est une loi qui a fait... Polémique, pour le moins qu'on puisse dire. Mais elle a été votée quand même. Elle est passée. Et c'est là où on peut se poser quand même des questions. C'est pourquoi elle a été votée, pourquoi elle a été acceptée. Alors avant, on avait une majorité sexuelle qui était nommée à 15 ans. Après, de ce que j'ai compris en tout cas dans les lois, la majorité sexuelle, c'est plutôt une espèce de concept qui a été défini, mais c'est pas une vraie loi en tant que telle. C'est vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, à partir de 15 ans, tu peux avoir des relations sexuelles avec un majeur. En dessous, tu ne peux pas. Mais c'est pas écrit c'est écrit dans aucun article de loi aujourd'hui. C'est juste oui, mais du coup, maintenant, ils ont fait une loi, et là, ils n'ont pas écrit 15 ans, ils ont écrit 13. Et leur petite excuse, c'est comme ça, on peut faire au cas par cas, on peut voir si la jeune fille ou le jeune homme de 13 ans avait la maturité de prendre ce choix, de vraiment consentir, et on peut aussi voir si de l'autre côté, la personne était consciente qu'elle mettait une pression sur quelqu'un qui n'était pas réellement d'accord. Pour moi, c'est du total bullshit. Parce que soyons clairs et soyons nets, à 13 ans, quelle que soit la maturité de l'enfant, son corps est encore en train de se développer, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Ils ont commencé leur puberté il y a maximum 2 ans, et peut-être 4 pour les filles très précoces. Ça peut arriver de nos jours. La puberté commence plus tôt, oui, on a eu des changements un peu biologiques, environnementaux qui font que la puberté commence un peu plus tôt. Mais c'est pas parce que ton corps commence à se développer que ton état mental est prêt. Oui. C'est-à-dire que on n'est pas adulte, on n'est pas fini, on vient tout juste de commencer. Comme on disait tout à l'heure, on a une vraie crise identitaire quand ça vient de commencer. On sait plus où est-ce qu'on se situe, on sait plus si on est enfant, adulte. L'adolescence est une période compliquée, mais à 13 ans, en plus, on n'est même pas ado, on est pré-ado. Oui. Donc en fait, on dit à des enfants qui n'ont même pas encore compris qui ils étaient, qui est-ce qu'ils devenaient, qu'en fait, ils peuvent accepter d'avoir des relations sexuelles. Donc, ça revient encore une fois avec un majeur. Donc, ça revient encore à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que maintenant, cette ubérisation de la sexualité la rend tellement normale partout, dans tous les contenus, en permanence, en fait. Mm-hmm. Presque tous les contenus ont une touche sexualisée ou érotique pour, en fait, vendre. Mais à force de voir ça tout le temps, les gens l'ont vraiment rentré en mode « OK ». Sauf que là, les parents, eux, ils disent pas OK. Donc ça a été vraiment discuté, etc. Et quand on est quand même dans une société où sur Twitter, on a des mouvements du type MeToo, du type, pour dénoncer les gens qui violent les femmes, qui sont pédophiles, qui touchent des enfants, etc. Et que ces gens, en plus, soient récompensés à des séances d'Oscar ou bien des grands titres de ce genre, et qu'on leur permette de vivre la grande vie alors qu'au final... ou de prendre des décisions sociétales, alors qu'au final, ils ont des vices du genre pédophilie, viol, et que maintenant, en plus, on leur tend un bâton pour mieux les laisser tranquilles à l'avenir, en mettant des lois, carrément, qui disent « Oh, au cas par cas, on pourra voir si l'enfant était en mesure de consentir ou pas ». Ça, c'est vraiment nous dire écoutez, en fonction de si la personne qu'on accuse, ça nous arrange ou pas, ce sera amende ou bien on le laissera partir, parce que maintenant, c'est dans la loi. C'est vraiment terrible. C'est vraiment un sujet... Hypersexualisation, c'est vraiment un sujet toujours qui... C'est vraiment un sujet toujours, mais comme maintenant la sexualisation est carrément acceptée, elle est ouverte à tout le monde, forcément, maintenant en fait on a du mal à savoir où est-ce qu'elle est la limite et où est-ce qu'elle devient en fait franchement dévastatrice en fait pour le développement de l'enfant. Ouais, c'est ça.
Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, sur lesquels les parents devraient beaucoup s'intéresser de nos jours. Parce que... il y a des modules de prévention Oui. aujourd'hui, mais qui sont adaptés dans les écoles plutôt C'est ça. que pour les parents. Mais moi, je pense que c'est les parents qui protègent. C'est les parents le premier mur de protection de leurs enfants. Comment bloquer l'accès à Ils Internet doivent pas le bloquer. C'est justement ça l'histoire. Modérer, oui, mais Ils peuvent pas. c'est ça. En fait, ils peuvent pas le bloquer, mais c'est parce qu'ils peuvent pas le bloquer qu'ils doivent à tout prix être préparés et le savoir, en fait. Et qu'ils doivent savoir où est-ce que la ligne doit être tirée. Et même déjà chez les adultes, des fois, ils comprennent pas bien la limite. Oui. D'accord. En tant qu'adulte, ça a des répercussions nocives sur nous, pour notre sexualité en tant qu'adulte. Donc pour les enfants, c'est vraiment important déjà de nous-mêmes le comprendre, de nous-mêmes moins l'accepter et de pouvoir ensuite faire ce travail avec l'enfant pour que, certes, on ne pourra pas le protéger, il y sera confronté chez lui, dehors, sur Internet, il y sera confronté à la télé. Mais il est important quand même que du coup, il ait cet adulte sur lequel se retourner pour poser des questions quand il voit des contenus choquants, quand il voit des contenus qu'il ne comprend pas, et surtout quand il voit des contenus qui au final sont faux, parce qu'à son âge, il peut pas faire la différence. Donc c'est surtout ça le travail du parent, et pour que le parent puisse faire ce travail, il faut que lui-même ne soit pas gêné, qu'il sache les mots employés pour que ce soit pas non plus choquant pour son enfant, et pour aussi le remettre au final dans ce cadre plus sain où il pourra grandir lui-même et faire la différence entre le contenu adapté et le contenu faux, irréel, publicitaire, Totalement. marketé. Oui, Voilà. clairement. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Clairement. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous retrouvons bientôt donc pour la conclusion de ce podcast. N'hésitez pas à aimer ce podcast, à le commenter ou bien même à nous faire des retours. Nous serons vraiment très ravis d'en discuter avec vous. Et en attendant, on vous dit à très bientôt pour la conclusion, les enfants et les écrans.